Historiquement, la figure du vampire est très liée à la monarchie des Habsbourg. La tombe est là. Dépêchons-nous. Tu crois que je fais Dépêchons. C'est dans les Balkans que le mythe fait son apparition, pour se diffuser par la suite dans l'empire de Marie-Thérèse d'Autriche. Pour se débarrasser d'un vampire, il n'y a rien de tel que les bonnes vieilles méthodes pré-chrétiennes. On le tue en lui plantant un pieu dans la poitrine, on lui tranche la tête et on fait brûler le corps. Ça reste le moyen le plus sûr. Le médecin particulier de Marie-Thérèse, Gerhard van Swieten, est envoyé sur le terrain pour enquêter au sujet des superstitions entourant les vampires. Il servira plus tard de modèle à Bram Stoker pour son célèbre roman Dracula. Si Bram Stoker s'est inspiré de Gerhard van Swieten pour son chasseur de vampires Abraham Van Helsing, c'est sans doute parce que le personnage historique a brillamment mené à bien sa chasse aux morts vivants et fait table rase des superstitions. Ce combat des Lumières contre l'ignorance va durer près d'un siècle avant que les Lumières l'emportent. À ce jour, le vampire subsiste dans les esprits comme une manifestation surnaturelle de nos fantasmes et de nos peurs. Vienne, 1755. Au château de Schönbrunn, Marie-Thérèse d'Autriche a convoqué son médecin et homme de confiance. Préoccupée, l'épouse de l'empereur demande à Gerhard van Swieten d'élucider une sombre affaire. C'est le début d'une véritable chasse aux vampires et aux superstitions. Le monde de l'époque est sale, en comparaison des normes actuelles. Il est aussi ténébreux, il n'y a pas d'électricité. Les soins médicaux sont réduits à la portion congrue. La sécurité alimentaire n'existe pas, ce qui entraîne des carences, des maladies et une forte mortalité infantile. Au milieu du XVIIIe siècle, tout cela semble parfaitement ordinaire. Concernant la situation politique, c'est une période où l'Empire ottoman est forcé de céder du terrain en Europe. Les Turcs, comme on les appelle déjà, battent en retraite face à la monarchie des Habsbourg, qui réalise une poussée vers le sud-est. Avec la paix de Karlowitz, signée en 1699, l'ensemble des territoires hongrois passe aux Habsbourg. Il s'agit d'une étape importante pour l'Autriche, qui se trouve propulsée au rang de grande puissance, alors qu'auparavant, elle n'était qu'une puissance moyenne. Vienne assure aussi sa position par la même occasion. C'est la fin de l'incertitude permanente causée par la proximité de l'Empire ottoman. Un incident se produit à Hermersdorf, un village de Haute-Silésie au bord de la Morava, près de la frontière avec la Moravie. Les habitants déterrent une trentaine de cadavres. J'exagère à peine en disant que ça représente la moitié du cimetière. Ils soupçonnent ces morts d'être des vampires. 19 d'entre eux sont effectivement identifiés comme des vampires. Dans le groupe se trouvent 2 femmes ainsi que des enfants. Leur principale caractéristique commune est qu'ils ne présentent que très peu de traces de décomposition, voire aucune. Marie-Thérèse est scandalisée par cet épisode et surtout choquée que les autorités locales, l'administration, ne soient pas intervenues. Elle confie le soin d'enquêter à Gerhard van Swieten, son médecin et son confident. Van Swieten übergeben. Si l'impératrice est troublée par ce macabre événement, c'est d'abord parce qu'elle est une catholique convaincue, mais aussi parce qu'elle se sent tenue par les idéaux des Lumières et de l'exercice de la raison. À cette époque en Autriche,
La médecine est en train de devenir une discipline rigoureusement scientifique, qui tente à écarter tout élément irrationnel ou indémontrable. On doit cette évolution notamment à Marie-Thérèse d'Autriche, qui a décidé, avec l'aide de son médecin, de prendre le mal à la racine et de s'attaquer aux superstitions. En 1755, juste avant la guerre de 7 ans, Marie-Thérèse fait interdire la magie posthume et confie une sorte de mission d'information sur le vampirisme à Gerhard van Swieten. Ils sont tous les deux convaincus que ce phénomène n'existe pas, car Marie-Thérèse n'est absolument pas superstitieuse. Ce qu'on appelle magie posthume recouvre notamment les caractéristiques supposées du vampire. Son cadavre ne se décompose pas, ce qui constitue un prodige post-mortem. Cela fait du vampire une sorte de mort-vivant si l'on veut, en tout cas un revenant. Il suce le sang de ses victimes et tourmente les vivants, jusqu'à les étrangler et les tuer. La notion de superstition est essentielle dans le cas de Van Swieten. Elle occupe une place centrale dans son petit traité sur le vampirisme, et elle revêt une double dimension. D'abord, il s'agit de combattre une forme de croyance erronée envers des phénomènes surnaturels qui ne sont pas reconnus par l'Église catholique. Mais Van Swieten aborde aussi la superstition au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Une interprétation erronée du mode de fonctionnement du monde, des processus et des lois de la nature. N'oublions pas une chose, Van Swieten ne peut pas s'en prendre frontalement à la croyance au miracle au sein de l'Église catholique, par exemple. Il ne se prononce donc pas en bloc contre les phénomènes surnaturels dans ses écrits. Il veut surtout séparer les oui-dire, les récits non attestés d'apparitions surnaturelles, des faits concrets et démontrables. Et c'est à ce titre qu'il s'efforce de proposer des explications naturelles, dans l'idée de faire reculer le domaine du fantastique. Il faut s'imaginer ce qu'est l'univers d'un paysan dans le monde d'alors, par exemple dans le sud-est de l'Europe. Son existence n'est pas rythmée par un début, un milieu et une fin. C'est un cycle, sans cesse recommencé, comme celui des cultures. On sème, on fait pousser les céréales, on les récolte et puis on recommence. Le champ n'est pas mort, on peut le ressemer. Cette conception contribue peut-être à l'idée que la terre pourrait aussi restituer des êtres humains. La croyance dans les revenants est bien antérieure au christianisme. Ce dernier comporte deux tendances. L'Église officielle a toujours dit que les morts ne pouvaient pas revenir. Dans le catholicisme, on trouve cette idée chez saint Augustin. Elle est encore plus radicale dans le protestantisme. En gros, c'est impossible, ce ne sont que des illusions inspirées par le diable. Mais l'Église orthodoxe, par exemple, est un peu plus tolérante en la matière. Elle a compris l'intérêt qu'il y avait à dire aux fidèles « Si votre cas est très grave, vous reviendrez après votre mort. Ce n'est bon pour personne, parce que ça veut dire que vous ne serez pas au ciel comme vous le devriez. » C'est un bon moyen de discipliner les vivants. Et de ce point de vue, on trouve donc des vampires pratiquement intégrés dans le christianisme. Une grande partie de la population est dépassée par les discours théologiques de l'époque, notamment par cette notion abstraite et philosophique de résurrection. Elle se crée ses propres représentations. Le vampire est une sorte de boîte noire, dans laquelle chaque époque projette ses aspirations et ses désirs secrets, les plus purs comme les plus inavouables. Si le phénomène a une explication anthropologique, il constitue d'un point de vue politique une bombe à retardement qu'il faut désamorcer au plus vite. Marie-Thérèse se bat pour que la foi légitime prévale et que l'ordre revienne dans son empire. C'est à ce moment que se produit cet épisode à la frontière. Une trentaine de cadavres sont déterrés par la population, avec l'aide des autorités locales. Mais bien sûr, sans l'accord du pouvoir central à Vienne.
19 d'entre eux sont identifiés rétroactivement comme des vampires, en raison de l'état dans lequel se trouvent les corps. Il faut dire que 18 mois se sont écoulés depuis leur inhumation. Le bourreau en titre de la commune procède aux exécutions. Les cadavres sont péniblement transportés sur un chariot dans la forêt. C'est une affaire laborieuse qui requiert une quantité de pieux considérable. Une fois à destination, les morts sont démembrés, empalés et brûlés. Et c'est à ce scandale que réagit Van Swieten. Gerhard van Swieten s'installe à Vienne en 1745 en tant que médecin particulier de Marie-Thérèse, mais aussi préfet de la Bibliothèque impériale et royale, poste qu'il conservera jusqu'en 1772. Et il va accomplir énormément de choses. C'est un enfant des Lumières. Il est parmi les tout premiers préfets à envoyer des émissaires dans toute l'Europe pour acquérir des ouvrages scientifiques et enrichir la bibliothèque impériale. De plus, il est au courant de ce qui s'écrit puisqu'il préside la commission de censure des livres. Autrement dit, il lit, commente et censure lui-même un très grand nombre de nouvelles parutions. Dans son rôle de médecin personnel de Marie-Thérèse, Van Swieten occupait une position en vue et très privilégiée. Il portait le titre de proto-médicus, réservé à quelques rares médecins dans l'histoire. Il a été le premier d'entre eux. Cela fait de lui une sorte de monarque sanitaire, comme on l'a appelé. Un souverain absolu dans son domaine de compétence, à savoir les questions de santé. Il entretenait avec Marie-Thérèse une relation très étroite, ne serait-ce qu'en raison de sa fonction de médecin personnel impérial. Au Moyen-Âge et encore à l'époque moderne, le corps du roi était quasiment sacré et les souverains vivaient très isolés. Le simple fait de voir le visage du monarque était extrêmement inhabituel pour le peuple. D'où l'importance des processions et autres défilés qui, jusqu'au règne de François-Joseph Ier, était l'occasion pour l'empereur de se montrer à la foule. Le corps du souverain ou de la souveraine restait habituellement à l'écart du grand public. Et pour des raisons pratiques, le médecin personnel du monarque constituait donc une exception. Marie-Thérèse veut faire de Van Swieten l'autorité de référence en matière de santé à la cour de Vienne. Il exerce son autorité sur tout le personnel sanitaire au service des Habsbourg, c'est-à-dire les nombreux médecins de la cour, les médecins personnels, mais aussi le chirurgien des chasses impériales, l'apothicaire de la cour, les nourrices et les sages-femmes. Tout ce petit monde se trouve directement sous les ordres de Gerhard van Swieten. À mesure que la monarchie évolue vers l'absolutisme, Gerhard van Swieten se retrouve à un poste stratégique et mène une action déterminante pour l'ensemble de la politique de santé du régime. Il développe énormément le fonds de la Bibliothèque impériale et royale, mais il modifie aussi son organisation. À l'époque, un problème se pose. Tous les documents sont stockés dans la grande salle d'apparat, construite entre 1723 et 1726. Les manuscrits, les documents imprimés, les globes, les papyrus, les partitions, tout se trouve au même endroit. Gerhard van Swieten décrète qu'il faut faire quelque chose, car cette salle n'est pas adaptée à ses fonctions. C'est en 1744 que van Swieten est appelé pour la première fois à Vienne, au chevet de Marie-Anne d'Autriche. La sœur de l'impératrice se trouve à l'article de la mort, atteinte de fièvre puerpérale. Il est trop tard pour la sauver. Mais le médecin fait forte impression sur Marie-Thérèse, qui cherche à se forger une image de souveraine moderne et d'humaniste éclairée.
Les Lumières sont un phénomène qui touche toute l'Europe et qui passe par la constitution de réseaux d'érudits et de clercs, par opposition au simple peuple qui en est resté à une compréhension du monde jugée archaïque. La différenciation est sociale plus que géographique. On sait à l'époque ce que deviennent les morts sur le champ de bataille. On a observé comment la nature se réappropriait les cadavres abandonnés par les phénomènes de putréfaction et de décomposition. Mais il n'existe pas de travaux sur l'évolution des corps une fois sous terre, car l'exhumation n'est pas une pratique très courante. On n'a donc qu'une vague idée de ce que deviennent les défunts enterrés. Van Swieten évoque un délai de 15 ans. Selon lui, au-delà de cette durée, on peut réutiliser les tombes, moyennant quelques précautions. Et il se fonde sur ses propres observations. Si l'on rouvre un cercueil au bout de 15 ans en faisant très attention, on trouvera un cadavre en apparence intact. Mais au moindre contact, à la moindre secousse, il se désintégrera, ce qui prouve qu'il est totalement décomposé depuis longtemps. Ce qui frappe, c'est que Van Swieten ne tient pas compte de certains facteurs qu'on prendrait en considération aujourd'hui. Le processus de décomposition sous terre est par exemple nettement plus lent qu'à l'air libre. En règle générale, on parle d'un rapport d'1 à 8. C'est fonction de la composition du sol notamment. Le résultat est donc très aléatoire, surtout après un temps assez court. Entre autres initiatives s'inscrivant dans les Lumières, Van Swieten introduit à Vienne le concept de théâtre anatomique et fait faire de grands progrès à la dissection et à l'autopsie. L'autopsie se répand en Europe centrale à partir du XVe siècle environ. Léonard de Vinci la pratique, par exemple, comme en témoignent ses très belles études anatomiques. Mais la dissection reste contraire aux préceptes de l'Église et n'est donc pas si courante que ça. L'apparition de la maladie du vampirisme amène Marie-Thérèse à penser que l'autopsie pourrait jouer un rôle central dans la détection et la prévention des épidémies. Son successeur Joseph II poursuivra dans cette voie, de sorte qu'à partir du règne de Marie-Thérèse, l'Empire des Habsbourg est précurseur en matière d'autopsie en Europe. Au XVIIIe siècle, la figure de la sorcière a disparu, ou en tout cas n'a plus droit de citer. Arrive le vampire, qui devient le nouveau souffre-douleur. C'est un être maléfique qui sème la mort dans les villages. On l'anéantit, on l'empale et on le brûle pour rétablir le calme. Le vampire est donc un bouc émissaire assez classique. Avec un peu de cynisme, on pourrait dire que le discours qui l'entoure, contrairement à celui qui stigmatise la sorcière, est relativement inoffensif. Après tout, on démembre des cadavres et non des êtres vivants. Mais la finalité est la même. La tombe. La tombe est là. Creusons. Du nerf. Tu crois que je fais quoi? Dépêchons-nous. Je fais que ça. Dépêchons. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne vois pas. Qu'est-ce que tu as trouvé? Je sais pas. Oh mon Dieu. Et que vois-tu? Je sais pas trop ce que c'est. On s'en va? On s'en va. D'accord. À l'occasion de ces exhumations, on découvre la caractéristique principale des victimes de vampirisme. Leur peau se décolle, ongles compris.
pour révéler en dessous une peau neuve, lisse et brillante. Les cadavres produisent des bruits corporels. Chez les vampires masculins, il s'agit d'une sorte de flatulence provoquée par la décomposition des organes génitaux. On interprète cela comme le signe d'érection débridée. Et d'ailleurs, toutes les histoires de vampires comportent une dimension sexuelle. Les descriptions évoquent aussi des peaux roses ou bigarrées. Tous ces phénomènes sont normaux sur un cadavre en putréfaction. Mais même les médecins manquent de connaissances sur ces processus à l'époque. Et c'est ainsi qu'on attribue aux vampires des altérations tout à fait banales. Gerhard van Swieten écrit pour sa part que ces superstitions relèvent de la barbarie de l'ignorance et décide de les éradiquer par tous les moyens. La maladie est appelée localement vampirisme par les habitants. Comme l'information circule, les gens sont au courant et savent qu'il s'agit d'un phénomène dangereux. Quand cette épidémie se déclare, la population rurale, qui joue un rôle essentiel dans le ravitaillement des garnisons, exige que ces morts atteints de vampirisme soient neutralisés. Et elle connaît les moyens d'y parvenir. Pour se débarrasser d'un vampire, il n'y a rien de tel que les bonnes vieilles méthodes pré-chrétiennes. On le tue en lui plantant un pieu dans la poitrine, on lui tranche la tête et on fait brûler le corps. Ça reste le moyen le plus sûr. Les habitants exigent qu'on exhume les cadavres concernés et qu'on exécute les vampires. Ils insistent pour que le gouvernement les protège contre cette menace surnaturelle. Il n'est donc pas facile pour le pouvoir central d'intervenir dans cette situation sans se désavouer. Quant à Gerhard van Swieten, il voudrait imposer une sorte de rébellion contre les idées reçues. C'est un facteur supplémentaire à prendre en compte. Il veut réformer la formation médicale, notamment en anatomie. C'est en Serbie qu'on découvre cette épidémie inédite et inexpliquée que la population locale appelle vampirisme. Par la suite, la maladie va se propager en Europe sous le nom de mal serbe. Tout commence par un article paru le 21 juillet 1725 dans le quotidien viennois Wienerisches Diarium et qui relate une exhumation dans un petit village. Selon les témoignages, un certain Peter Blagojevich serait revenu hanter ses proches après sa mort. Le Wienerisches Diarium était l'organe de publication officielle de la cour impériale, ce qui lui valait une large diffusion. On peut donc penser que beaucoup de lecteurs, et pas seulement Gerhard van Swieten, ont à cette occasion entendu parler pour la première fois de ces supposés vampires. Cet article marque la première apparition du mot « vampiri » dans la presse. Après une accalmie, le sujet redevient brûlant en raison d'un nouveau cas spectaculaire à Medvedia en Serbie. Et c'est là que s'ouvre vraiment la discussion savante sur la question. Le vampire de Medvedia est évoqué aussi à Paris dans la célèbre revue du Mercure de France, ou à Londres, dans le Gentleman's Magazine, et donne lieu aux plus folles suppositions. Disons tout de même que dans tous ces articles, la croyance dans les vampires est qualifiée de hantise superstitieuse.
En raison de ces cas signalés en Serbie, territoire occupé par l'Autriche, c'est un terme local, en l'occurrence le mot « vampire », qui va se diffuser en Europe. Le thème du vampirisme fait son entrée dans le monde érudit, mais aussi dans des publications accessibles au grand public, revues, journaux et autres. Et Gerhard van Swieten en a sûrement connaissance. Au sens strict, les vampires font leur apparition dans les documents officiels en 1732. Il n'y a pas de mot pour les désigner auparavant. D'ailleurs, le terme « vampire » n'existe dans aucune langue des Balkans à l'époque, et il est sans doute le fruit d'un malentendu. Les incompréhensions culturelles occupent une place importante dans l'histoire des vampires. J'ai toujours pensé qu'un interprète avait dû marmonner un mot et qu'un médecin militaire autrichien l'avait noté sans l'avoir bien saisi. Pour moi, c'est comme ça que le vampire est apparu. En 1755, la magie posthume est prohibée. Il devient interdit d'exhumer et de mutiler les morts, de les empaler ou de les brûler. En fait, toutes ces méthodes que l'on employait pour neutraliser les revenants. Et tout cela découle d'un incident concret en Moravie. Car si les cas se produisent surtout en Serbie et en Bosnie, ce n'est pas tout. Il y en a aussi en Moravie, c'est-à-dire dans une région moins périphérique de l'Empire. Le roi de Prusse, Frédéric II, s'empare de cet épisode et lui donne un écho important dans la presse. Il veut faire savoir que la monarchie des Habsbourg est encore la proie de croyances arriérées. Le problème qui se pose pour Van Swieten et pour l'impératrice Marie-Thérèse devient politique, réglementaire et diplomatique. En effet, le roi de Prusse fait sans doute paraître lui-même dans la presse berlinoise l'article dans lequel il accuse l'impératrice en personne d'avoir incité à l'exhumation d'une trentaine de cadavres aux confins de son empire. C'est un affront incroyable. Frédéric II emploie des méthodes assez infâmes, puisqu'il fait publier l'information dans 2 journaux différents, ce qui donne une crédibilité supplémentaire à cette histoire. Il maîtrise déjà parfaitement l'astuce consistant à miser sur la redondance médiatique. Et il joue sur l'image rétrograde de sa rivale politique. La croyance dans les vampires devient un instrument, un argument dans la propagande menée par le roi de Prusse. Son intention ne fait aucun doute. Frédéric II veut que la partie de la Silésie qui lui appartient par conquête paraisse moderne, comparée à celle des Habsbourg, arriérée et pétrie de superstitions. Il y a un autre aspect intéressant. Vu de Vienne, le vampire est un phénomène de la marge, de la frontière, qui ne concerne que des paysans serbes incultes. L'explication avancée, y compris par Van Swieten, c'est qu'il est le fruit d'une influence extérieure, celle de l'Église grecque orthodoxe. Et cette intrusion dans l'Empire menace la cohésion de la doctrine catholique. En Prusse, au contraire, on voit ça comme un problème catholique. Le fait que les superstitions liées au vampirisme soient intimement mêlées au culte des saints catholiques est considéré comme une preuve du caractère arriéré de cette religion. Et ce point alimente encore les tensions entre la Prusse et l'Autriche. Gerhard van Swieten entend pourfendre ce danger qui met à mal la réputation de l'Empire et menace de gagner Vienne. Mais pour démystifier le vampirisme, encore faut-il savoir ce qu'est exactement un vampire et comment le reconnaître. Le médecin consigne méticuleusement le résultat de ses investigations. Il veut savoir s'il a affaire à un phénomène naturel ou à des hallucinations.
Dans le 3e chapitre de son traité, Van Swieten aborde concrètement les différentes façons dont se manifestent les vampires. Il s'interroge. Est-ce qu'ils sortent vraiment de leur tombe pour revenir hanter les vivants ? Et il essaie de recueillir des descriptions crédibles de leur apparence. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Ça ne le gêne pas plus que ça en réalité, parce que ça lui permet de cantonner les vampires au registre de la légende. Mais les gens rapportent des manifestations très différentes. Ils ont été pris dans leur sommeil d'un sentiment d'angoisse ou d'une sensation d'oppression, voire d'une peur de mourir. Ils disent avoir vu des chats et des chiens noirs, et même une truie noire, qu'ils ont interprétés comme des incarnations du diable ou des apparitions vampiriques. Généralement, ces hallucinations s'expliquent par une forte fièvre. Les gens ont peur de contracter le vampirisme, et à force de ressasser leurs craintes dans cet état fébrile, ils ont la poitrine serrée ou ressentent une angoisse et croient même voir revenir des morts. J'ai là les procès-verbaux des autopsies réalisées à Medvedia en 1731. Leur lecture permet de se faire une idée assez précise de ces examens. Alors, qu'est-ce que les médecins ont constaté? Quand on met en corrélation les éléments découverts avec de potentielles maladies, on se rend compte qu'on a sans doute affaire à une épidémie de fièvre charbonneuse. Il suffit d'analyser les antécédents des défunts, leur comportement, la vitesse à laquelle ils sont morts, ou encore ce qu'ils avaient mangé avant, pour confirmer cette hypothèse. La maladie du charbon était endémique dans cette localité en 1731. Autrement dit, elle a fait beaucoup de victimes dans un lieu circonscrit. La fièvre charbonneuse s'en prend aux intestins, aux poumons ou à la peau du sujet. La prolifération bactérienne entraîne une altération importante du processus de putréfaction une fois le malade mort et enterré. En règle générale, un mort n'émet pas de bruit. Mais la décomposition entraîne la production de gaz qui compriment les poumons. Il peut alors arriver que des fluides s'échappent du nez et de la bouche du défunt en faisant de petites bulles. Si l'on écoute attentivement, on entendra un léger bruit qui accompagne ces écoulements, comme un gargouillis. Quelqu'un qui s'approcherait d'une dépouille soumise à ces altérations, à l'air libre ou dans un cercueil, pourrait croire à tort que c'est le cadavre qui gargouille. La fièvre charbonneuse provoque un gonflement des ganglions lymphatiques au niveau des clavicules. Il forme une bosse d'une couleur bleu-noir et luise par transparence à travers la peau. Ça rappelle un peu l'apparence d'un suçon au niveau du cou. Ajoutez à cela des difficultés à respirer et une perte de vitalité, c'est comme ça qu'est née la rumeur selon laquelle les vampires suceraient la force vitale de leurs victimes par la gorge. Ce qui choque les gens, c'est qu'un mort soit toujours présent parmi eux. Dans les villages, ça ne passe pas. C'est pourquoi on va déployer beaucoup d'efforts pour se débarrasser de ce visiteur indésirable. Au fond, le vampire est un revenant, tel qu'on le connaît par exemple dans la tradition germanique. À mon sens, il n'est rien d'autre qu'une déclinaison balkanique de cet archétype. Car je crois que cette histoire de buveur de sang s'explique aussi par une erreur de compréhension de la part des médecins militaires. Les villageois n'évoquent pas ce point. Ils racontent simplement qu'une créature vient les hanter la nuit, les tourmente.
les étouffe et fait mourir leurs semblables. Le fait qu'ils s'abreuvent de sang est sans doute un ajout interprétatif, venant du fait que du sang s'écoule des orifices des supposés vampires. On en déduit qu'ils ont bu du sang. À l'air libre, les restes humains se décomposent bien plus rapidement que sous terre, où l'oxygène est plus rare. Au bout d'une semaine, ils présentent déjà des altérations qui n'apparaissent qu'après 2 ou 3 mois lorsque la dépouille est enterrée. Le catholicisme et l'orthodoxie entretiennent des rapports tendus dans le sud-est de l'Europe, c'est-à-dire là où l'on croit le plus aux vampires et où ils font parler d'eux. À bien des égards, les deux religions n'ont pas la même vision de la vie après la mort. Cela dit, elles croient toutes les deux à la résurrection et lui accordent une grande place. La grande différence, à mon sens, réside dans leur rapport au corps incorruptible. Que faire quand un cadavre ne se putréfie pas, pour une raison ou pour une autre ? Dans le catholicisme comme dans l'orthodoxie, on pense que ce sont les corps des saints qui sont préservés du processus normal de décomposition. Mais globalement, l'image de l'incorruptibilité semble plus favorable dans le catholicisme que dans l'orthodoxie. Dans cette dernière, elle peut être aussi un signe de damnation. Le traité de Gerhard von Swieten sur le vampirisme est très clair. Il s'appuie sur les rapports de 2 médecins qu'il a envoyés sur les lieux, un professeur d'anatomie et un médecin militaire, chargés d'établir les faits et de faire la lumière sur ce qui s'est passé. À leur retour, ils remettent leur compte-rendu à von Swieten, qui les intègre dans son ouvrage. Au fil des siècles, le mythe du vampire va s'incarner dans des contextes plus variés. Quelques constantes cependant. Ces récits se passent souvent dans le cadre domestique et sont chargés de surnaturel. Les protagonistes vont du paysan miséreux au conte irrésistible, en passant par la princesse. Toutes les configurations semblent possibles. Avec le décret sur les vampires et le traité de Gerhard von Swieten, la polémique autour des vampires s'éteint vers le milieu du XVIIIe siècle. Plus personne ne s'en soucie, sauf peut-être quelques fous et passionnés d'ésotérisme. Le débat ne dépassera pas les Lumières. Bien que la croyance dans les vampires soit qualifiée de superstition, elle se répand rapidement et se mêle aux traditions locales. Ainsi, le destin de celle que l'on surnomme à cette époque la princesse vampire enflamme les imaginations. Éléonore Amélie de Lobkowicz, issue de la noblesse autrichienne, ne parvient pas à tomber enceinte et semble prête à tout pour y parvenir, y compris à consommer du lait de louve et à se livrer à des rituels nocturnes. À la fin du XIXe siècle, c'est Carmilla, écrit par l'Irlandais Joseph Sheridan Le Fanu, qui fait scandale. L'histoire des amours entre une femme et une vampire. La figure du vampire est indissociable de la sexualité et de l'amour charnel. C'est pourquoi ce court roman, Carmilla, qui raconte l'amitié entre 2 femmes et leur désir de consommer leur relation, transgresse clairement les codes bourgeois. Cette œuvre va influencer de nombreux récits d'horreur et histoires de vampires par la suite. Elle aura notamment une forte influence sur le Dracula de Bram Stoker. Dans l'une des premières versions du roman, l'intrigue se déroulait en Styrie,
c'est-à-dire en Autriche. On trouve cette indication dans les manuscrits. Par la suite, l'auteur a barré ce nom pour le remplacer par celui de la Transylvanie. Bram Stoker n'était pas un auteur très original. Dracula a beau être aujourd'hui un classique de la littérature que l'on porte au nu, ce n'est au fond qu'un roman de gare bien écrit. Le vampire est en réalité une créature androgyne ou asexuée. Mais dans notre culture, les éléments qui le caractérisent, à savoir la force physique, la résolution, la volonté, la domination ou encore l'agressivité, sont plutôt des attributs associés aux hommes. On peut donc dire que le vampire tend assez fortement vers le masculin. Le vampire est une sorte de machine à fantasmes, une boîte noire. On lui donne le visage et la forme que l'on veut. Et parfois, il y a des mélanges. Par exemple, des éléments religieux qui rencontrent Hollywood, ce qui crée un nouveau type de vampire. Généralement, le vampire que l'on croise en dehors de l'ère culturelle orthodoxe est un produit d'importation plus tardif dans la culture locale. Importiert worden, vor allem eben durch spätere Kulturprodukte. Il ne faut pas chercher la cohérence partout. Si le vampire ne possède ni cœur qui bat, ni système sanguin, ça n'a pas de sens qu'il ait une sexualité, puisqu'il ne peut pas avoir d'érection. N'importe quel médecin vous le dira. Pour certaines choses, il faut pouvoir respirer et avoir du sang qui circule. Or, ce n'est pas le cas du vampire. Quand le mythe se heurte à la réalité, certaines contradictions insurmontables apparaissent. Il y a une autre question logique très intéressante, qu'on ne se pose pas assez. Le vampire doit être doté d'une force surnaturelle pour réussir à sortir de sa tombe. Vous pouvez essayer vous-même, mais je ne vous le conseille pas. Si vous êtes enterré sous 2 mètres cubes de terre, soit plus de 2 tonnes, vous ne pouvez pas en sortir. Même Schwarzenegger n'y parviendrait pas. On a toujours invoqué en la matière la force surhumaine des vampires, mais ça paraît tout de même extrêmement ardu. La chauve-souris fait également partie de l'imaginaire qui entoure les vampires. Pourtant, les petits mammifères ne sucent pas le sang. Il existe des espèces de chauves-souris qui lèchent le sang. Pas sous nos latitudes, plutôt en Amérique centrale et du Sud. Elles sont pourvues de dents acérées et leur morsure est très particulière. Elles perforent légèrement la peau et absorbent les quelques gouttes de sang qui perlent à la surface. Mais elles ne sucent pas le sang. Elles se contentent de le lécher. D'un point de vue zoologique, vampires et chauves-souris partagent toutefois une caractéristique. On sait que certaines roussettes se drapent dans leurs ailes comme dans une cape. Et ce mouvement ressemble à la gestuelle du comte Dracula. D'autres espèces de chauves-souris le font aussi. Der Vampir dient sehr häufig auch als Dans la littérature ou le cinéma, le vampire symbolise souvent en réalité le migrant, homme ou femme, qui est soit objet de convoitise, soit redouté. C'est aussi ce qui fait son intérêt à notre époque, où on parle beaucoup des mouvements migratoires. Parmi les vampires les plus célèbres, beaucoup sont des migrants. Le Dracula de Bram Stoker est un Roumain qui prévoit d'envahir la Grande-Bretagne. Vu d'aujourd'hui, c'est le roman de l'ère du Brexit. Je rêve d'en republier une édition spéciale Brexit.
Si Gerhard van Swieten pourfend le mythe du vampire, son action ne s'arrête pas là. Il introduit des réformes dans de nombreux domaines, allant de la botanique à la politique, en passant par la médecine. Il crée à Schönbrunn un jardin botanique à visée médicinale. Enfin, il accède à des fonctions de haut niveau et contribue à l'avènement de la médecine scientifique. Van Swieten n'a jamais pu complètement s'affranchir de la croyance populaire dans les phénomènes surnaturels. Il devait se montrer prudent et éviter, par exemple, de remettre en question la foi dans les miracles propres à l'Église catholique. Il n'avait pas la latitude nécessaire pour réfuter fondamentalement l'existence de phénomènes extraordinaires. Mais dans une démarche déjà très moderne, il s'est efforcé de séparer, d'une part, les faits démontrables et vérifiables, et, de l'autre, les rumeurs, les faits non corroborés et les observations reposant sur des oui-dire, des légendes ou des erreurs d'interprétation. Paradoxalement, le fait que les pouvoirs publics officialisent la lutte contre le vampirisme donne un écho au phénomène et favorise sa diffusion. Le premier article dans le Wienerisches Diarium remonte à 1725. En 1732, un grand débat a lieu dans toute l'Europe. Et s'il prend de l'ampleur, c'est grâce à la médiatisation balbutiante qui se développe alors. C'est donc l'action de la bureaucratie habsbourgeoise qui assure à ce sujet une publicité européenne. Dans son rapport final, Gerhard van Swieten ne craint pas de nommer les choses. Le conseiller médical de l'impératrice rédige un document sur les croyances entourant les vampires. Il en arrive à la conclusion que la maladie du vampirisme ne prospère que là où règne la superstition et l'ignorance. Derrière toutes ces apparitions, il y a selon lui des phénomènes naturels qui peuvent s'expliquer par la science et qu'il faut étudier. Mais la croyance dans les vampires est liée au manque d'instruction de la population. Marie-Thérèse, très contrariée par la situation, commande un rapport à Gerhard van Swieten. Ce dernier envoie sur place 2 médecins en qui il a confiance. Et ils reviennent avec des observations qui confirment les analyses de van Swieten. C'est-à-dire qu'il s'agit de superstitions, de fariboles, que tout peut s'expliquer par des causes naturelles, etc. Cependant, il ne veut pas que ce texte soit diffusé trop largement. Ce traité rédigé en français, la langue de la cour, n'est pas destiné au grand public et ne lui est d'ailleurs pas accessible. Il s'agit d'un document manuscrit réservé à la maison impériale, à Marie-Thérèse et à son proche entourage érudit. Qu'en est-il de l'hypothèse selon laquelle Van Swieten aurait inspiré le personnage de Van Helsing, chasseur de vampires chez Bram Stoker? Plus j'y pense, plus cette idée me paraît séduisante. Et pas seulement à cause de leurs 2 noms à consonance néerlandaise. Il y a certaines similitudes entre les 2 personnages. C'est assez osé et hypothétique, mais on ne peut pas complètement l'exclure. C'est une théorie plutôt alléchante. En tout cas, elle me plaît beaucoup. Si Bram Stoker s'est inspiré de Gerhard van Swieten pour son chasseur de vampires Abraham van Helsing, c'est sans doute parce que le modèle historique a rencontré un certain succès. Il a traqué ces supposés morts-vivants qui semaient la désolation et causaient tant de morts. Il a fait table rase des superstitions. Occupant une place unique à la cour de Vienne, Gerhard van Swieten a conquis une autonomie qui fait pratiquement de lui un second souverain, doté d'importants pouvoirs décisionnels. Malgré cette indépendance, pourtant, il demeure étroitement associé à l'impératrice. Marie-Thérèse restera très liée à son médecin personnel jusqu'à la mort de ce dernier.
Leur relation va bien au-delà des rapports que nouent habituellement un médecin et un patient, ou un monarque et un proche collaborateur. L'impératrice est d'ailleurs présente en personne au chevet de Van Swieten lorsqu'il meurt en juin 1772 dans la résidence d'été impériale des Habsbourg à Schönbrunn. In seiner Sterbestunde höchstpersönlich anwesend.